Cela fait 3 ans qu'il a quitté sa terre. Depuis 2023, l'imam Dicko vit en Algérie, en rupture avec les militaires au pouvoir au Mali. Cette figure religieuse et politique fait de nouveau entendre sa voix. Quel est son message? Peut-il être une alternative à la junte? Peut-il fédérer à nouveau les Maliens? Bonjour Wassim. Bonjour. Vous avez échangé récemment l'imam Dicko en marge de la 6e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix organisée à Nouakchott, sous l'égide de la présidence mauritanienne. D'abord, quel rôle veut-il jouer? Quel rôle veut jouer l'imam Dicko dans l'opposition aux militaires au Mali? C'est vrai qu'il est revenu, disons, au devant de la scène à la faveur de cette conférence, mais il faut savoir qu'il n'a pas choisi ce rôle. Ça veut dire c'est une nouvelle formation de l'opposition malienne, le CFR, qui a fait appel à l'imam Dicko pour qu'il joue un rôle, disons, d'intermédiaire ou de régulateur ou de garant pour parler avec les différentes parties présentes au Mali. Donc il n'est pas l'initiateur de cette nouvelle opposition, mais de fait, il devient la figure symbolique reconnue, en tout cas, de la nouvelle opposition malienne. Alors on parle. La coalition des forces pour la République. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'il est prêt à jouer un intermédiaire entre cette force politique, donc la coalition des forces pour la République, et le JNIM, qui est la filiale au Sahel d'Al-Qaïda? Il veut jouer un rôle. Il est en train de jouer un rôle, et d'ailleurs on va l'entendre. On va entendre quelques secondes qui résument un peu ce qu'il envisage pour lui et pour l'opposition. قد خلت النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار جراحا عميقة في الذاكرة الجماعية لا يمكن تجاوزها بالإنكار أو بالنسيان. المصالحة المطلوبة في مالي ليست مجرد اتفاقات سياسية، بل هي عدالة انتقالية تعترف بالضحايا، حوار وطني صادق وشامل، وبناء ذاكرة مشتركة تخرج الماضي من منطق الانتقام إلى منطق الرضا بالتعايش السلمي. Donc, suivant mes échanges avec lui, il a très peu d'espoir, disons, dans une négociation ou de quoi que ce soit avec la junte actuellement au pouvoir. Donc, ce dont il parle, la réconciliation, le regroupement, unir les forces, c'est surtout avec les oppositions maliennes. Donc, à travers le CFR, mais pas que. À travers aussi d'autres figures de l'opposition malienne, donc qu'elles soient politiques à l'exil ou armées. Parce qu'il faut savoir que toute la société civile est sous pression de la junte, des opposants, des hommes politiques sont en prison, donc il ne reste que l'opposition à l'étranger qui essaye de s'unir à travers le CFR et l'opposition, disons, armée. Donc les FLA, le mouvement du Nord, donc qui regroupe Touareg, Arabes et d'autres ethnies, mais qui est à majorité, disons, Touareg, mais aussi le JNIM. Donc le JNIM, la filiale sahélienne d'Al-Qaïda. Donc pour le moment, à l'heure où on parle, donc l'imam Dicko est la seule personnalité, disons, malienne, acceptée et respectée par tous les partis, y compris le JNIM, qui accepte son rôle de médiateur avec les autres oppositions. Donc c'est ça la subtilité de la construction qui est en cours. Donc le JNIM, qui est l'acteur militaire dominant, l'accepte comme garant. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le JNIM qui donne le là. C'est pas l'opposition politique. Et on est dans une sorte d'équilibre des forces entre tous ces acteurs qui trouvent un intérêt aujourd'hui à se réunir. Juste une parenthèse, le JNIM donne le là parce qu'il impose un blocus encore à Bamako. Parce que c'est la force militaire qui impose ses choix au Mali, que ce soit autour de la capitale ou dans d'autres régions. Par exemple, juste une petite anecdote, c'est une très bonne question. On s'est tous étonnés de l'imposition du voile par le JNIM, par exemple, pour les femmes qui sortaient de Bamako dans les bus. Mais après, disons, recherche de la raison qui a mené à cette prise de décision, qui peut être très peu populaire, disons-le, à Bamako, la réponse était la suivante. Le JNIM veut casser l'aura de l'État et que dans l'inconscient des gens, ça soit lui qui donne le là. Ça veut dire c'est pas le gouvernement, c'est pas Bamako qui décide de votre façon, de votre vie de faire, de votre vie au jour le jour, mais en fait c'est le JNIM. Donc c'est la force militaire. C'est moins un côté idéologique et religieux que. C'est les deux, mais c'est plutôt le facteur politique. Ouais. De dire voilà, c'est moi qui décide, c'est pas l'État malien, et c'est un changement de paradigme parce qu'aujourd'hui, alors on parle, les femmes qui prennent le bus et qui sortent de Bamako, automatiquement elles mettent le voile. Alors, pour revenir à l'imam Dicko, qui est un trait d'union finalement entre le JNIM et la coalition des forces pour la République, concrètement, comment est-ce qu'il envisage son rôle pour le Mali de manière pratique, Wassim?
D'après ce qu'il dit lui-même, il se voit encore une fois comme quelqu'un qui a été appelé à prendre ce nouveau rôle, qui n'a pas voulu de lui-même, mais donc il se voit comme faisant partie d'un rouage ou d'une sorte de triangulaire entre le CFR, donc la nouvelle opposition, et le JNIM. Donc le CFR, cette nouvelle opposition, est en quête de popularité, parce qu'il faut dire que ce sont des hommes politiques, mais qui n'ont pas de vraie assise populaire, parce qu'ils sont exilés depuis un moment et parce qu'ils ont fait partie des précédents pouvoirs, disons. Et l'imam lui-même, comme vous l'avez très bien rappelé, est parti depuis un certain temps, donc il cherche un nouvel élan politique. Et du côté du JNIM, il y a une quête, disons, d'interlocuteurs politiques fiables, ce que le JNIM a exprimé à plusieurs reprises, de manière officielle ou officieuse, en appelant les forces vives à Bamako, les syndicats, etc., à se soulever contre la junte. Donc on est dans une sorte de triangulaire où chaque acteur trouve son intérêt. Et par ailleurs, l'imam m'a signalé, l'imam Dicko m'a signalé qu'il ne souhaitait pas appeler à l'insurrection populaire parce que ses soutiens dans la capitale subiraient une répression féroce au même titre que les autres. Donc ce qui explique aussi pourquoi il reste en exil. Parce que aussi, il m'a dit, moi, je suis parti en Algérie, je comptais pas partir en exil, mais on m'a empêché de revenir. Et de la même manière, il n'appelle pas, à l'heure où on parle, à une insurrection populaire parce que, en fait, il cherche à mettre fin, en fait, au bain de sang actuellement au Mali. Donc, si on imagine quelque chose, disons, dans l'avenir, pour lui, plus le temps passe, plus le JNIM est en force, et plus on risque, par exemple, un bain de sang dans la capitale ou dans des grandes villes. Ce qu'il cherche à faire, c'est de désamorcer cette violence avant qu'elle n'arrive. Ça veut dire, imaginons, le JNIM arrive aux portes de Bamako, aux portes d'une autre ville. À ce moment-là, il pourrait appeler, par exemple, ses soutiens à rester de côté, à ne pas s'affronter à l'armée. Donc son rôle, le rôle qu'il cherche, c'est un rôle d'équilibre entre les forces qui se battent aujourd'hui au Mali. Vous parlez de bain de sang. Est-ce qu'il pense aux pays voisins, l'imam Dicko, au Burkina Faso, au Niger? Est-ce que une baisse de la violence au Mali aurait des effets sur le Sahel? Comment il voit les choses? Pour lui, une baisse de violence au Mali viendrait automatiquement d'une inclusion du JNIM autour d'une table et il faut rabattre les cartes du système politique au Mali dans le cadre de la République, tel qu'il le dit. Donc, les revendications du JNIM ou des populations qui soutiennent le JNIM, comme les Peuls dans le centre ou les Touaregs, les Arabes dans le nord, doivent être prises en considération pour refaire un nouveau système de gouvernance où le JNIM est inclus. Donc, un système islamique, mais qui ramènerait le JNIM à sa dimension malienne. Et d'après ce qu'il dit, si une pacification est atteinte au Mali, de fait, tout le reste sera de l'ordre du négociable et il y aura des réponses pour le reste, pour le Burkina, par exemple, ou le Niger. Par exemple, juste à titre d'exemple, samedi dernier, il y a eu 2 grandes attaques au Burkina, dans 2 localités, donc une à l'est et une au nord. Et on va voir les images, par exemple, à Tandiari, c'est une très grande attaque. Il y a eu des dizaines de morts dans les rangs de l'armée burkinabé. Donc voilà les images de l'attaque. Donc c'est assez classique dans les attaques du JNIM au Burkina. On va voir l'attaque de Titao aussi dans le nord. On a des images. C'est la première fois que cette ville, plutôt épargnée jusqu'à là, a été attaquée. Là, on voit par exemple que l'antenne de communication a été détruite pour la simple raison, c'est comme ça qu'ils coupent les communications de l'armée et qui peuvent submerger les bases sans intervention extérieure. Et personne n'oublie, et l'imam Dicko n'oublie pas non plus, qu'il y a un autre acteur aussi qui est très présent, c'est l'État islamique. Il y a eu des défections depuis les rangs du JNIM vers l'État islamique et vice-versa dernièrement au Burkina Faso et des batailles rangées entre les 2 groupes. Et on se rappelle, on en a parlé ici, on va remettre aussi les images de l'attaque de Niamey. Donc ce qui est important dans cette attaque, donc la base aérienne militaire, la base 101 de l'aéroport de Niamey, le plus important, c'est important que ça soit attaqué, c'est important que ça soit au sein de la capitale, mais le plus important, c'est la coordination qu'il y a eu. Une attaque de nuit avec des drones à vision thermique, avec un appui de mortier de l'extérieur de la base et avec des forces qui ont submergé la base et qui puis ils se sont retirés. C'est ça le plus important. Donc c'était quelque chose de très coordonné, une manœuvre militaire limite, parce que de manière classique, les forces djihadistes, par exemple, quand elles ont attaqué le JNIM, quand il a attaqué l'aéroport de Bamako, tous ceux qui ont attaqué sont morts sur place. Là, on voit que l'État islamique filiale Sahel a atteint un niveau de technicité qu'il n'avait pas avant. On a vu aussi dans les derniers jours des attaques, par exemple avec voitures piégées à Menaka, l'attaque d'Ansongo, etc. Donc on voit que le corridor dont on a tellement parlé entre la filiale Afrique de l'Ouest, qui est la plus puissante, qui a le plus de technicité et de compétences humaines, il y a un corridor maintenant ouvert à travers le Niger vers le Sahel, et la filiale du Sahel profite de manière très réelle, et on le voit ici, de cette technicité importée d'ailleurs, et maintenant c'est devenu quasiment un même théâtre, disons, d'opération. Et ça, c'est depuis
la chute du président Bazoum et le coup d'État qui a eu lieu au Niger. Voilà, les plaques sont en train de bouger au Sahel. Merci beaucoup Wassim pour ces informations.